Le revenge porn est la diffusion non consensuelle à des tiers de photos ou de vidéos montrant la victime dans des activités sexuellement explicites. Bien qu'il soit généralement mis en place par d'anciens partenaires, qu'il s'agisse par vengeance, beaucoup préfèrent inclure dans la pornographie non consensuelle les cas de distribution de matériel pornographique qui dépeint une victime, même sans motif spécifique de vengeance. L'augmentation vertigineuse de cette forme de criminalité a conduit plusieurs États européens à approuver des lois spécifiques pour lutter contre ce phénomène. Mais, de nombreux autres pays européens, le sujet est en phase de discussion. Dans le cadre du projet Erasmus de lutte contre le revenge porn, nous avons interrogé des psychologues, des avocats, d'anciens députés, experts en cybersécurité, et des enquêteurs afin de savoir comment le phénomène est contré au niveau européen. Ainsi, le crime de revenge porn fait référence à la diffusion illégale de matériel, photos ou vidéos sexuellement explicites. Notre pays introduit le crime de revenge porn en août 2019 et prévoit une peine d'1 an à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 5 000 à 15 000 euros pour tout individu divulguant ou entrant en possession, puis diffusant des images ou des vidéos qui se rapportent clairement à la sphère intime et sexuelle d'une autre personne qui n'a pas donné son consentement pour cette diffusion. Au niveau du cabinet du Parlement, le phénomène de la pornographie non consensuelle ou du revenge porn est peu considéré. Jusqu'à mon arrivée au Parlement avec cette initiative visant à criminaliser la pornographie non consensuelle, le sujet du revenge porn n'a jamais été discuté. Le déclencheur a été un cas qui a reçu beaucoup de réactions dans la presse indépendante et a suscité un grand débat public. Suite à ça, j'ai décidé que je devais me concentrer davantage sur ce phénomène. C'est ainsi que j'ai découvert qu'il existait de nombreux cas de pornographie non consensuelle. J'ai pris contact avec diverses associations qui soutiennent les femmes victimes de pornographie non consensuelle et d'autres types de problèmes, et en parlant avec ces victimes, j'ai réalisé que nous étions face à un vide législatif. Il n'y a pas de loi contre la vengeance pornographique en Turquie, mais les institutions juridiques la traitent comme un aspect de la protection de la vie privée en ligne. La vie privée commence quand une personne ne veut pas qu'une situation soit accessible par d'autres personnes. La vie privée, c'est cette partie de notre vie que les autres ne connaissent pas. Prendre une photo d'une personne constitue un crime de violation de sa vie privée. Mais le faire en tenant l'appareil photo sous la jupe d'une fille est une chose très différente. Mais quels sont les effets psychologiques sur les victimes de revenge porn? Les experts que nous avons interrogés ont donné des réponses unanimes. Ce traumatisme psychologique peut causer un trouble de stress post-traumatique qui peut devenir parfois complexe. Ensuite, des pensées intrusives se produisent, pouvant engendrer des changements significatifs dans le mode de vie. Les conséquences sont plutôt subjectives et liées à l'âge de la victime de ce phénomène. Des attaques de panique apparaissent, de l'anxiété, de la dépression, qui sont fondamentalement les symptômes classiques du stress post-traumatique. Les idées suicidaires peuvent également émerger, qui malheureusement se matérialisent parfois. La peur surgit. Les victimes vivent dans un climat constant de terreur. Elles peuvent aussi développer des troubles de la personnalité de type paranoïaque. Elles se sentent pourchassées et constamment sous la menace de l'agresseur, et parfois elles peuvent aussi atteindre la dissociation. Mais les maux les plus courants en principe restent la dépression et l'anxiété communes à tous les âges. Nous avons demandé à nos experts quelles sont les contre-mesures technologiques pour lutter contre les phénomènes du revenge porn. Ce type de mesures de sécurité, bien qu'elles semblent bonnes sur le papier, sont presque un mythe. Il est possible de prendre une photo avec un deuxième appareil pour cette même conversation. Sur cette même photo ou vidéo, il n'est pas pertinent que le téléphone mobile lui-même ne puisse pas prendre une capture d'écran et enregistre le même contenu. En parlant par exemple des versions PC comme WhatsApp Web ou Facebook Messenger, prendre une capture d'écran de votre ordinateur est beaucoup plus simple et moins contraignant que sur votre téléphone mobile. Ainsi, ces formes de protection sont plutôt superficielles. Tant qu'il y aura d'autres méthodes mécaniques pour sauvegarder une copie de ce qu'ils partagent en ligne ou enregistrer une vidéo avec un deuxième appareil, ces mesures seront inefficaces.
L'essentiel est de faire réfléchir au fait de distribuer ce genre de photos. Une fois que le dommage s'est produit, c'est-à-dire une fois malheureusement que je me suis rendu compte que cette photo commence à tourner, la seule possibilité, de manière réaliste, est de contacter immédiatement le service de police chargé de l'enquête sur la cybercriminalité, ou en tout cas la police. Je préfère... Puis, le deuxième, qui est généralement quand la victime ou les premières enquêtes conduisent à identifier le sujet, il s'inscrit généralement dans la sphère des sujets qui sont en contact avec la personne. Nous avons demandé à nos psychologues d'énumérer les caractéristiques les plus fréquentes chez les délinquants. Nous parlons de plus en plus fréquemment de la soi-disant triade noire, où nous avons des traits de personnalité très particuliers, tels que le machiavélisme, le narcissisme ou les traits de psychopathie. Dans ce cas, la plupart de ces sujets ont un profil de type narcissique. En général, ce sont des personnes qui ne supportent pas la frustration. Ce sont des sujets habituellement dépourvus d'empathie et ils vivent en quelque sorte le rejet comme une sorte de blessure narcissique à effacer, et ce, de la manière la plus douloureuse possible pour la victime. La plupart d'entre eux sont donc des sujets qui, je le répète, je parle d'un point de vue personnel, sont narcissiques. Des sujets immatures également du point de vue relationnel. Des sujets qui, une fois la relation terminée, ne veulent pas faire un pas en arrière par rapport à ce qu'ils ont évidemment ressenti, comme un contrôle sur le partenaire. Et par conséquent, s'ils ne peuvent pas l'avoir, ils essaient de le dévaloriser de la manière la plus terrible et irrémédiable possible. Il est clair que dans un contexte comme celui-là, dans lequel la dévalorisation de la femme passe très souvent par des thèmes de nature sexuelle, l'idée que tous les gens d'un certain cercle, ou même d'une manière indifférenciée, peuvent avoir accès à des moments intimes dans lesquels la victime est généralement prise dans des situations sexuellement explicites en termes de dévalorisation de la victime, c'est sans aucun doute un processus très efficace. Un cas spécifique que j'ai suivi est celui d'une plainte pénale au tribunal de Santa Maria Capua Vetere, avec qui j'ai pu collaborer en tant que consultant partisan sur des photos du membre de l'ex-petite amie envoyée en ligne qui mettent en doute, disons, ses capacités physiques et sexuelles pour frapper la victime dans son intimité. Des enquêtes criminelles sont actuellement en cours car la victime a eu des pensées suicidaires. Nous sommes à une époque où, selon ma vision des choses, la seule solution dont les écoles peuvent disposer est de faire appel aux spécialistes du domaine. Les psychologues dans les écoles aujourd'hui ne sont pas seulement un outil utile, ils sont un outil indispensable. C'est une solution qui doit faire son apparition avec force dans l'école et qui peut être faite de manière vraiment fonctionnelle dans de nombreux domaines et qui peut surtout aider à transmettre certains thèmes de manière plus fonctionnelle pour pouvoir élever et améliorer la perception du risque par rapport à certains comportements. L'âge moyen de la première exposition à la pornographie dans les pays européens est de plus en plus bas. La pornographie représente pour beaucoup de personnes la principale source d'information de la sexualité. La société devrait s'interroger sur le rôle informatique de la pornographie, en se demandant comment réduire la propagation dangereuse de la partie de la pornographie qui promeut un comportement agressif ou un comportement à risque et qui encourage la vision des personnes comme des objets. Cela pourrait influencer directement le développement de la sexualité de l'observateur. Si un certain degré de contrôle opérait sur les sites publics, le partage de photos ou de vidéos en utilisant les applications de messagerie instantanée ou le dark web perd cette forme de contrôle et pourrait même favoriser la diffusion de contenus non légaux. La littérature nous apprend que la précocité de l'exposition aux stimuli sexuels peut être déterminant dans le développement d'une sexualité dysfonctionnelle. L'enfant a accès à certains films sans même en comprendre le sens. En effet, l'enfant a souvent des compétences informatiques supérieures à celles de ses parents. Vous savez, par exemple, qu'il y a quelques années, j'ai été impliqué dans une école primaire de Milan où certains enfants ont commencé à faire des dessins bizarres et, en outre, les enseignants avaient remarqué que pendant l'intervalle, les garçons prenaient les petites filles, les mettaient à 90 degrés sur les bancs
et faisaient une série de mouvements comme un piston contre elle, sans en comprendre le sens. Sachez que les films qui se trouvent dans les téléphones portables des enfants étaient des films de zoophilie, c'est-à-dire de sexe avec des animaux, auxquels les enfants étaient incapables de donner un sens, mais ils essayaient de reproduire des comportements précoces sur le mode de l'imitation. En matière de cyberviol, les fantasmes sont encore plus innommables, dans le sens où, sur Telegram, jusqu'en 2018, il existait le groupe « Comment je viole ta sœur 2.0 ». Les fantasmes visaient principalement l'utilisation de la force physique. Le sexting est la diffusion consensuelle de matériel pornographique mettant en scène la personne qui envoie des photos ou des vidéos aux autres. Le sexting volontaire est différent de la pornographie non consensuelle pour cette raison, mais il est de plus en plus courant et à un âge de plus en plus précoce. Cela expose à plusieurs risques la grande rapidité et la facilité de diffusion de ces contenus, également à des partenaires instables, pourrait être le précurseur ultérieur d'une diffusion à un tiers. Le sexting est donc une modalité très commune, mais qui pourrait vous exposer à des risques. Nous avons interrogé nos experts sexologues qui ont contribué à ce documentaire. En moyenne, 50% des jeunes ont déjà eu recours au sexting. Une personne sur deux l'a utilisé à des fins ludiques, peut-être même au sein du couple, sans avoir de problème. Une personne sur 10 a déclaré avoir reçu du matériel non désiré, notamment des éléments de nudité. Je pense que le sexting en lui-même est un aspect positif dans la pratique de la psychothérapie de couple, car il est aussi suggéré pour revitaliser une activité sexuelle qui se fatigue ou qui a un moment d'absence. De nombreuses victimes de revenge porn sont menacées par le phénomène de la sextorsion. Celui qui détient des photos ou des vidéos montrant la victime dans des conditions sexuelles explicites peut la menacer, lui demander de l'argent ou une coopération tout à fait désavantageuse pour les victimes. Un couple est sur le point de se séparer. Le mari accède à tous les mots de passe de sa femme sur différents réseaux sociaux. Dans les mois qui suivent, la femme entame une relation avec une autre personne. Les deux ont des rapports sexuels ensemble, puis ils échangent des photos de ce qu'ils ont vécu. Ils sont allés dans un motel, ont pris des photos, puis elle lui a envoyé les plus belles. Le mari, qui contrôlait depuis des mois les réseaux sociaux de la femme, intercepte ces photos qui sont utilisées sous forme d'extorsion pour obtenir des avantages sur le contrat avec les enfants du couple et ensuite pour obtenir des avantages économiques. Nous avons enfin demandé au projet Erasmus+, des stratégies efficaces pour lutter contre le revenge porn, directement auprès des victimes, comment faire face aux problèmes et comment pouvoir prévenir ce phénomène. L'école pourrait faire beaucoup, surtout si l'on considère que nous y passons beaucoup de temps. J'ai fait le lycée et le collège dans ma ville. Il y a encore beaucoup de stéréotypes comme « tu es en relation avec un mec, ça veut dire que tu es abordable ». Honnêtement, à part faire attention à qui je parle sur l'Internet et savoir qu'il n'est pas acceptable d'utiliser la carte de mes parents quand on me demande de l'argent, je ne sais pas quoi faire d'autre. Plusieurs États européens ont élaboré une loi sur la lutte contre la pornographie de revenge. Beaucoup d'autres États n'ont pas eu de loi de référence, mais dans tous les cas, le résultat n'est pas atteint. La durée du processus, d'une part, et la difficulté de développer un réseau de soutien psychologique pour les victimes peuvent conduire au pire, à des difficultés dans la gestion du stress post-traumatique ou dans la gestion des idées suicidaires qui se transforment parfois en suicide. Il est nécessaire de développer des réseaux éducatifs, des réseaux de soutien aux victimes, des réseaux de prévention du revenge porn, car le comportement individuel est la principale action à responsabiliser pour réduire le revenge porn.